Bon, comment ça marche encore tout ça? S'il y a bien une grosse machine qui ne s'arrête jamais, et encore moins pendant l'été, c'est Disney. Parce que pendant que la plupart se prélassent au soleil, la compagnie vient de péter 2 fois le milliard au box-office, a passé les dernières semaines à annoncer des trucs qui ont retourné internet, et ont aussi sorti des bandes annonces d'une qualité douteuse. Pour revenir sur ça assez rapidement, on va faire un petit top du tout, news et films inclus. Et croyez-moi, promis, c'est pas un bête effet d'annonce, mais même moi je suis surpris du film qui se trouve à la première place. Tout en bas du classement, je peux pas faire autrement tellement c'est dégueulasse. Je suis obligé de mettre les bandes annonces du préquel du Roi Lion, Mufasa, et de Blanche-Neige. Vous connaissez mon désamour pour ces remakes en live action, et je pense que c'est pas prêt de changer quand je vois les abominations qui arrivent. Pour Blanche-Neige déjà, c'est vraiment moche, rien ne fait vrai, et les nains en full animation, c'est déjà de base une sacrée idée de merde, mais le visuel, sérieux c'est quoi ce bordel? Ajoutez à ça Gal Gadot qui, on le rappelle, n'est vraiment pas une bonne actrice. Et le tout me rend assez triste pour Rachel Zegler, qui s'en prend plein la gueule rien que parce qu'elle a été castée dans le rôle. Le tout pour se retrouver, j'ai l'impression, dans un bon gros film pourri. Et ouais, ça me rend triste parce qu'ici, on aime beaucoup Rachel Zegler, qui était fantastique dans le West Side Story de Spielberg, mais qui depuis peine un peu à retrouver des rôles de qualité. Entre ça et Shazam 2, c'est compliqué. Pour Mufasa, réalisé quand même par le réalisateur oscarisé de Moonlight, Barry Jenkins, il y a quelques points d'amélioration par rapport à la catastrophe qu'était le remake de 2019. Premièrement, ça a le mérite d'essayer de raconter quelque chose d'original, un mot qu'on ne doit pas souvent entendre dans les bureaux de Disney, et puis ils ont un peu appris de leurs erreurs avec un rien plus d'expression faciale chez leurs animaux. Par contre, niveau scénario, ça m'a l'air très casse-gueule, puisqu'on apprend que Scar était en fait le roi légitime, ce qui remet vachement en cause la dynamique entre lui et Mufasa dans le dessin animé de base, puis ça ressemble un peu à ce que Disney a fait avec Cruella ou Maléfique, c'est-à-dire que le méchant, en fait, il est pas vraiment méchant, c'est juste qu'il a pas eu une vie facile, quoi. Vraiment, on souffle tellement fort que ça fait peur aux 3 petits cochons. Donc un tout petit peu de curiosité morbide pour ce Mufasa, mais vraiment un peu, quoi. Ah, et on a aussi eu une image de Stitch, bon ben c'est Stitch quoi, enfin le dessin animé de 2002 est déjà excellent. Encore une fois, ce truc n'aura aucun intérêt, mais bon, tant que ça fonctionne, ils vont pas arrêter, hein. Et ça, j'ai l'impression que ça résume pas mal de points que j'ai à faire aujourd'hui. Ensuite, et c'est peut-être ce qui m'a le plus déçu dans les récentes annonces de Disney, c'est le futur de Pixar. Cet été, on va en parler après, Vice Versa 2 est devenu le plus gros succès de Pixar de tous les temps. Plus que n'importe quel Toy Story, plus que Ratatouille, Wall-E ou Les Indestructibles. En soi, voir un film cumuler les entrées, faire rentrer de l'argent dans les salles, c'est toujours une bonne chose. Mais malgré tout, je peux pas m'empêcher de voir ce succès comme un énième échec de l'originalité. Et que malheureusement, tout ça arrange bien Disney. En effet, le boss de Pixar a annoncé récemment qu'après les derniers plantages relatifs de propositions très personnelles comme Luca, Alerte Rouge ou Élémentaire, des films souvent inspirés par la jeunesse de leurs réalisateurs, il était temps de revenir aux bases, à des productions qui vont plaire au public, ce public actuel qui ne voit plus que par la nostalgie. Et par la même occasion, renflouer les caisses de Disney. C'est pour ça que dans les prochains mois, voire les prochaines années, on aura droit à un Indestructible 3, à un Moana 2, dont on a découvert le premier trailer, un Toy Story 5 qui s'est dévoilé avec cette image, et en soi l'idée n'est pas mauvaise, puisque les jouets seront confrontés à la technologie moderne et à la place qu'elle prend aujourd'hui chez les enfants. Mais avec un retour de Woody ? Pourquoi ? Et plus généralement chez Disney, dans les prochains mois, on va se taper encore plus de remakes live action comme Lilo et Stitch, Hercule ou Moana, oui encore Moana, on va s'en bouffer du chant polynésien, et des suites à Zootopie ou encore La Reine des Neiges. Seul éclairci en vue est Léo d'Adrienne Molina, qui œuvrait déjà sur Coco, prévu pour juin 2025, et qui parlera d'un petit garçon qui rencontre des extraterrestres et devient l'ambassadeur de la Terre. Ça promet quand on sait à quel point Disney galère à vendre ses films de SF, et un film où une jeune fille va envoyer son esprit dans un robot castor et ouais, d'accord. C'est un peu original, d'accord, why not, c'est Avatar dans des robots castors, mais pourquoi pas. Franchement, à la base, Ratatouille, c'est un rat qui cuisine, donc on va pas juger un film sur son pitch de départ, hein. Et là, en propulsant une suite pas vraiment attendue et finalement pas hyper inspirée, comme numéro 1 ever de Pixar, ben c'est certain qu'ils vont pas changer leur fusil d'épaule. Au contraire, il paraîtrait, sans grande surprise, qu'un 3e opus soit prévu, et en 2025 sur Disney+, on aura une série, Dream Production, centré sur le petit studio à rêve dans l'esprit de Riley. Allez, ça aussi en soi, pourquoi pas. Je partirai pas sur une longue tirade sur la facilité de la nostalgie et sa surutilisation à Hollywood,
Mais quand je vois que tout le monde s'est réjoui d'avoir un Shrek 5, saga qui patine sérieusement depuis quelques opus, je me dis que tout ça n'est pas prêt de changer, et c'est bien dommage. Surtout parce que, pour rester chez Pixar et pas trop m'étaler, on est quand même dans le temple de l'imaginaire débridé, qui a pu donner vie à des jouets, des voitures, à un petit robot poubelle, à des émotions, qui nous ont fait avoir de l'empathie pour des fourmis, des poissons, des monstres, ou même pour un putain de rat qui cuisine. Mais non, il faut arrêter d'innover, arrêter de rêver, juste faire du fric. Et à propos de fric, si on parlait un peu de Robert Downey Jr. On l'a également appris cet été, le futur grand méchant du MCU sera Victor Von Doom, l'ennemi historique des 4 Fantastiques, bazardé là pour remplacer Kang. Après l'éviction de Jonathan Majors, vous savez pourquoi. L'occasion de donner un grand rôle dans une franchise à succès à un acteur moins connu ? C'est mal connaître Disney, qui se shoot régulièrement aux Member Berries et n'arrive plus à prendre une décision sans se demander si ça va bien secouer la fibre nostalgique de son public. Du coup, comme vous le savez, ils ont décidé de caster Robert Downey Jr. dans le rôle. Oui, Iron Man, le visage du MCU depuis 2008, celui que Peter Parker continue à voir partout, mais on n'est pas prêt de l'oublier. Certains vont me dire que parfois Von Doom est un variant de Stark qui a mal tourné, et donc ça a du sens. Vous pensez réellement, au plus profond de vous, que Disney a pris cette décision parce qu'elle pouvait avoir du sens dans l'univers Marvel ? Bien sûr que non. Ils ont choisi Bobby Jr. parce que c'était Iron Man, parce que les fans le connaissent et parce qu'ils vont se ruer en salle pour le voir. Bref, j'y vois aucune idée créative, juste une logique financière qui malheureusement a toutes ses chances de réussir. Et attention, j'ai rien contre Downey Jr., excellent acteur en soi, et qui s'en sort très très bien avec ce deal vu qu'il va se taper pas loin de 100 millions de dollars, mais ça démontre encore une fois que Disney n'a qu'un seul truc en tête, surfer sur la nostalgie pour vous tirer un max de pognon. Premier film de la liste, et putain j'avais pas envie qu'il soit si bas celui-là. Alien Romulus est pour moi une vraie déception, alors que pourtant j'avais pas des attentes démesurées non plus, parce que je sais que quand Fede Alvarez s'attaque à une franchise, généralement, ça me plaît pas. Mais dans ce que ce film promettait, dans sa com, dans son angle d'attaque, dans son idée de renouer avec les bases, d'en faire un survival comme le premier, en tirant de l'inspiration du jeu Alien Isolation, ouais, j'étais curieux. Mais je suis plutôt dans la team qui trouve que c'est foiré. Malgré quelques bonnes trouvailles, un casting solide, surtout Kaylee Spinney et David Johnson, qui joue un androïde qui, comme souvent, est l'élément le plus intéressant d'un film alien, malgré une ambiance bien tenue, ça ne suffit pas à éclipser les gros points négatifs, comme l'écriture catastrophique de certains personnages, en particulier Bjorn, écrit comme un ado attardé d'un slasher des années 80, un amour d'Alvarez beaucoup trop évident pour le xénomorphe, toujours filmé comme une star et pas assez comme une menace. On sent vraiment qu'il est tout content de pouvoir le mettre en scène, et du coup ça marche pas. D'ailleurs la résultante c'est que ce film n'est jamais flippant, et j'ai vu certains dire que c'était le plus graphique, perso, il y a aucun moment du film qui a 1/10 de l'impact du premier Chestbuster de 79 quoi. Et je vais rien vous spoiler, mais j'ai passé les 20 dernières minutes à me marrer tellement je trouvais ça ridicule. Presque aussi ridicule que de reprendre mot pour mot des phrases iconiques uniquement pour activer les souvenirs de 2-3 spectateurs vite contents. Ouais, je vais pas m'attarder sinon ça va m'énerver. Je suis pas un grand fan de Covenant, mais au moins chez Scott, il y avait des idées, de la réflexion, du propos. Romulus vous dit, lui, en gros, que si vous essayez d'échapper au capitalisme, vous allez crever dans d'atroces souffrances. Subtil Disney. Subtil. Ensuite, je comptais vous parler un peu de The Acolyte, qui, pour une série Star Wars récente, était pas trop mal, sauf qu'entre-temps, ils ont annulé la saison 2. Donc, dommage. Dommage vraiment parce que malgré une écriture parfois aux fraises, et des épisodes pas toujours passionnants, à certains moments, la série m'avait complètement attrapé, dans son action, dans ce qu'elle racontait sur l'ordre Jedi, et surtout grâce à son antagoniste principal, ultra charismatique, alors qu'il est joué par Jason de The Good Place. Fallait le faire quand même. Ah oui, spoiler, pardon, mais bon, on ne verra jamais la suite, donc on s'en fout un peu. Deuxième film du jour, un peu mieux que Romulus, mais toujours symptomatique des soucis actuels de Disney, le très attendu Deadpool et Wolverine. Enfin, très attendu en général, pas par moi en particulier. Mais je vais pas vous mentir et dire que je déteste le personnage. En 2016, quand le premier est sorti, j'avais pas boudé mon plaisir. C'était frais, un peu provocateur comparé à ce que proposait le MCU, et le style Ryan Reynolds n'était pas encore usé jusqu'à la corde. Même si les décors étaient très sommaires et que l'humour a parfois mal vieilli, honnêtement j'avais passé un bon moment. C'était déjà plus compliqué avec la suite, dont j'ai franchement assez peu de souvenirs, à part que certains FX faisaient mal aux yeux et que Brad Pitt faisait le caméo le plus court de l'histoire. Ouais, et puis c'était marrant parce que Josh Brolin c'est aussi Thanos, ouais, on a compris l'idée. De l'autre côté, chez les X-Men, sans revenir sur chaque film en détail, c'est une saga avec laquelle j'ai grandi.
Je me rappelle avoir vu l'excellent X-Men 2 en salle, sûrement pour mon anniversaire d'ailleurs, et tout le monde s'en fout. Depuis, il y a eu des hauts, comme X-Men le commencement, et des bas, comme Origins Wolverine ou Dark Phoenix, que j'avais déjà oublié alors que j'étais en train de le mater, je pense. Et tout ça s'était plus ou moins conclu dans l'idée avec Logan, dernier vrai bon film de super-héros de la Fox, avant le rachat par Disney et le sacrifice de certains projets comme les Nouveaux Mutants, dont ils n'avaient clairement rien à foutre. Le scénario de ce Deadpool et Wolverine n'est qu'un prétexte, une excuse pour, une dernière fois, secouer le cadavre plus très chaud de l'univers super-héroïque de la Fox. Mais faut l'avouer, j'ai trouvé ça plutôt malin. Après quelques péripéties d'exposition assez banales, Deadpool et Wolverine se retrouvent envoyés dans les limbes, représentation claire de l'état de la Fox post-Disney, par la TVA qui, dans cette métaphore, représenterait le MCU. Les limbes, c'est cet immense désert où Disney envoie tous ceux qui ont été oubliés, remplacés par leur univers cinématographique. Je ne dévoilerai pas les noms ici, mais certains font plaisir à voir, en particulier certains X-Men. Par contre, la mise en scène et la musique nous disent parfois qu'on est censé s'extasier devant certaines arrivées. Encore une fois, je vous dis pas qui, mais vraiment, elle manquait à personne. Hein. Petit indice, elle est sûrement dans le pire film Marvel de la Fox, film que tout le monde a oublié, et a raison. Donc ouais, ce petit discours méta, cette gentille déclaration d'amour au film des années 2000, appuyé par un générique touchant au son de Green Day, j'ai bien aimé. Par contre, c'est bon, ça suffit. Hein ? Pas la peine de venir les ressusciter encore une fois, ou tenter de leur faire des films solo. Non, merci, personne veut voir ça. Sinon, le parcours émotionnel de Wolverine est prenant par instant, et nous prouve encore une fois que Hugh Jackman est un bon acteur, même si pour moi, après Logan, il n'aurait jamais dû reprendre le rôle. C'est justifié par le scénario, d'accord, fatalement avec le multiverse, on peut faire un peu tout ce qu'on veut, mais quand même, ça met un petit coup dans le final du film de Mangold. Dans le rayon des bonnes surprises, Emma Corrin crève l'écran dans le rôle de Cassandra, la méchante principale. Et le tout est, disons, un rien moins cynique que No Way Home. Ok, voilà pour le positif. À côté de ça, on doit se taper un récit sans grand intérêt, dont les conséquences sortent de nulle part, et une fin qui renvoie vers un statu quo. En quelques mots, le film ne sert pas à grand chose. Reynolds et Jackman ont eu l'occasion de faire un film ensemble, ils ont bricolé un scénar vite fait, et ça s'arrête plus ou moins là. Ils se sont fait du pognon, et ont pu se taper dessus. Ils sont contents, tant mieux pour eux, mais c'est très loin d'être le film de l'année. Et à propos de baston, je comprends le principe, mais voir deux mecs presque immortels se foutre sur la gueule, ça devient vite lassant, surtout que Sean Levy ne fait pas grand chose avec sa caméra pour rendre ça intéressant. En même temps, on parle de Sean Levy, donc ça va pas surprendre grand monde. Levy, c'est le réal derrière Free Guy, avec Ryan Reynolds, ou Real Steel avec Hugh Jackman. Quelle putain de coïncidence! Après, ça a les défauts de n'importe quelle marvellerie récente, avec quelques effets spéciaux bien dégueulasses. Oui, je pense à toi, full CGI Wolverine qui sort du bus. Et des occasions manquées, comme l'armée de Deadpool, tous différents les uns des autres. Ce qui aurait pu être cool, si ça avait pas été fait en beaucoup mieux dans le dernier Spider-Man en animation. Oh, et pour quelqu'un qui vient de terminer Succession, voir Deadpool parler avec Tom, c'est très perturbant. Mais par contre, vous voyez Succession, c'est 100 fois mieux que tout ce dont je parle aujourd'hui. What the fuck? Thank you for the chicken. Il y aurait encore d'autres trucs à dire, mais je vais pas m'aventurer ici dans les spoilers. Peut-être qu'un jour on fera une série de cinépop sur le MCU. J'en suis franchement pas sûr parce que ça risque de vite tourner en rond, mais peut-être. Et en parlant de films qu'on va traiter en cinépop, voilà Pixar qui pointe le bout de son nez avec ni plus ni moins que son plus grand succès au box-office ever, et je comprends pas. Presque 10 ans après le premier, Pixar a donc décidé de nous pondre une suite à Vice Versa, une suite que personne n'avait demandé, je pense, mais si vous avez suivi la vidéo, vous savez qu'on n'en a pas fini avec les produits dérivés de l'époque où ils avaient encore des idées originales. À la base, faire une suite à Vice Versa n'est clairement pas la pire idée. On avait quitté Riley à l'aube de l'adolescence, une période propice à plein de développement, à des émotions qui s'exacerbent, qui évoluent, donc vraiment, en soi, let's go. Je trouve que le premier film se tient parfaitement tout seul, mais bon, ce film-ci existe, voyons ce que ça donne. Riley a maintenant 13 ans, est très forte en hockey sur glace et se voit offrir l'opportunité de participer à un camp de 3 jours, ce qui pourrait lui assurer une place dans l'équipe de sa nouvelle école. Elle va pendant ces 3 jours être tiraillée entre ses meilleurs amis, avec qui elle ne sera plus l'année prochaine, et le groupe de filles cool déjà membres de l'équipe qu'elle espère intégrer. Sauf qu'elle a 13 ans, et à 13 ans, on est en plein changement, en plein chamboulement physique, psychologique et hormonal. Et ça va se manifester par l'arrivée de nouvelles émotions, dont une plus puissante que les autres, anxiété, qui va pas arranger les choses. Et même si je comprends l'idée, je suis pas fan de la façon dont c'est fait, parce que dans le premier volet, on avait vu dans la tête des parents, et ils avaient exactement les mêmes émotions qu'elle. Alors quoi, l'anxiété n'est présente qu'à l'adolescence et disparaît une fois qu'on est adulte? Non.
Bon, vous me connaissez, je chipote, mais perso j'aurais préféré que les émotions du premier évoluent, pour faire apparaître les nouvelles, que colère soit plus présent, que peur se mue petit à petit en anxiété, que dégoût devienne ennui. Et c'est un peu ce qui se passe au début, quand elle se réveille au début de sa puberté, mais ça dure une scène quoi. Surtout qu'à part Anxiété, qui va devenir l'antagoniste de l'histoire, et Embarras qui a une petite importance, on aurait complètement pu se passer d'envie et d'ennui. Ou alors mieux les utiliser, parce que là, franchement, ils font de la figuration. Ils choisissent également d'ajouter le principe de la perception de soi, une ou des croyances très fortes qui forgent la personne qu'est Riley, qui peuvent être positives, genre je suis quelqu'un de bien, ou négatives, genre je suis bonne à rien. Ça prend une place très importante, mais j'ai trouvé ça un rien flou pour un jeune public. Même si dans le parcours de Riley, c'est normal, elle grandit, son esprit évolue et se complexifie, ça a du sens. C'est Pixar, donc évidemment que c'est techniquement parfait, avec des détails époustouflants, comme des petits copeaux de glace qui volent quand elle patine, ou les textures des émotions. Et il y a toujours quelques jolies trouvailles, des idées originales et bien senties, comme Anxiété qui mène un workshop destiné à imaginer toutes les pires horreurs qui pourraient arriver à Riley, qui rappelle d'ailleurs visuellement les bureaux de Disney au début de la compagnie. Mais dans l'ensemble, et j'en suis le premier désolé, je ne peux pas le mettre dans un top 10 Pixar. J'ai eu très peu de connexion émotionnelle avec le film, contrairement au précédent, alors que j'ai sans doute plus de choses en commun avec la Riley ado que quand elle était gamine. Et puis franchement, c'est un peu du réchauffé, non ? Quelque chose qui tourne mal dans la tour de contrôle, il faut traverser tout l'esprit pour régler ça, ça ressemble quand même fort au premier, vous trouvez pas ? C'est très loin d'être un mauvais film, mais sérieux, c'est celui-là qui a tout explosé au box-office ? Encore une fois, tant mieux pour Pixar, hein. Mais quand je vois qu'à côté de ça, il y a des immenses films qui se cassent la gueule, c'est un peu dommage, on va dire. Eh ben, si on m'avait dit que mon film préféré de cette période serait un film historique direct to Disney+, avec Daisy Ridley, pas sûr que je l'aurais cru. Et pourtant, Face à la mer... Non, le film, pas la chanson de Calogero, que j'ai beaucoup trop entendu dans ma vie, merci maman. Non, le film, c'est vraiment pas mal. On est au milieu des années 20... 1920, hein, sinon j'aurais dit que ça se passait aujourd'hui, soyez logique, aux États-Unis, et Trudy Ederly participe aux Jeux Olympiques de Paris. Oui, toujours en 1924. C'est la meilleure nageuse du monde en amateur, elle détient plusieurs records du monde, mais pendant les JO, elle déçoit. N'arrivant pas à choper l'or en individuel, la faute à un manque d'entraînement lors du déplacement en bateau des USA jusqu'en France. Parce que vous comprenez bien, les mecs devaient s'entraîner, alors pas question de les déconcentrer en laissant les femmes sortir de leur chambre. Je sais pas si les règles étaient réellement aussi strictes, mais en tout cas c'est ce que montre le film. Histoire de prouver à tout le monde de quoi elle est capable, elle décide, en 1926, de traverser la Manche, en partant de la France pour arriver en Angleterre, à la nage, dans l'espoir de devenir la première femme à réussir ce dangereux challenge. Ça paraît très classique, et sur bien des aspects, ça l'est. Mais il y a quelque chose dans les grandes histoires sportives, dans les exploits ou dans les tentatives d'exploits, bien retranscrits à l'écran, qui ont pour moi une puissance assez monumentale, et qui peut transformer un film mineur, comme aurait pu l'être Face à la mer, en parcours épique, inspirant et entraînant. Pour ceux qui en doutent encore et seraient restés sur son rôle de Rey dans Star Wars, Rey Skywalker. Daisy Ridley est une excellente actrice, et porte ici assez facilement le film sur ses épaules, pendant que Christopher Eccleston ou Stephen Graham offrent des seconds rôles de choix. Comme je l'ai dit, je sais pas si tout a été aussi dramatique, si la plupart des hommes étaient à ce point contre l'idée de son succès, peut-être que le trait est grossi pour coller à un discours qui marche bien pour le moment, mais en l'état, j'ai trouvé le film archi efficace, et les 2h10 sont passées assez rapidement. Il finira pas dans mon top 10 de l'année, hein, mais à côté de ce que nous a proposé Disney, ouais, c'est ce que j'ai préféré. Merci d'avoir maté cette vidéo, désolé pour la longue absence, mais cette fois-ci je suis de retour, et on se retrouve très vite pour un autre retour, celui de Tim Burton avec son Beetlejuice, qui me fait honnêtement très peur, mais bon, faut y croire. Et d'ici la fin du mois, vous aurez droit à un nouveau cinépop sur Toy Story 2. Allez, ciao!